Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Midi Rencontre du vendredi 10 juin 2022, des mois, voire 2 ans après une pandémie qui a affecté bien sûr les arts vivants, les arts de la scène de façon bien particulière, qu'on est heureux de recevoir avec nous Mario Trépanier, directeur général du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, pour encore une grosse semaine, Mario, hein, avant son départ le vendredi 17 juin, si ma mémoire est bonne. En tout cas, merci beaucoup, Mario, d'avoir accepté notre invitation. On sait ton horaire très chargé aussi dans ces derniers jours là, avant de quitter pour nous rencontrer et nous faire saliver pour l'automne et peut-être l'hiver prochain aussi parmi une sélection de spectacles 2022-2023 pour le programme. C'est un programme officiel, hein, Passeur culturel et encore plus officiel depuis que les associations étudiantes en éducation et aussi à la FASAP, l'éducation physique et sportive pour la formation de futurs enseignants, notamment d'éducation physique et à la santé. Eh bien, mais tiens, je vois en plus la doyenne qui se pointe. Bonjour Anne, merci d'être là aussi. On avait une introduction qui allait tellement bien là que on fera un montage très serré. En tout cas, merci d'être là, tout le monde. Puis, tu sais, cette rencontre-là, quand même, pour moi, là, est assez émotive parce que Mario Trépanier, c'est mon complice depuis plus d'une dizaine d'années pour faire un mariage le plus heureux possible entre la culture et l'éducation. Et sans Mario, sans sa volonté ferme que ce mariage-là soit durable, là, puis qu'il ne vive pas de divorce, bien, on n'en serait vraiment pas là aujourd'hui. Il nous a aidés pour des financements au ministère de la Culture et des Communications, nous a aidés pour des ententes avec les associations étudiantes, nous a aidés pour une entente avec le personnel de la faculté. En tout cas, bref, Mario, on va se revoir en personne prochainement, là, mais je dois te le dire devant public, là, cette complicité-là, c'est certain qu'elle va nous manquer, puis on te souhaite le meilleur quand même pour la suite, mais bravo pour le mariage que tu as réussi en culture et éducation. C'était pas gagné d'avance, hein, on le sait, mais c'est un mariage heureux, il me semble bien. C'est très gentil. Merci, Martin, pour la présentation. Puis je te retourne l'appareil aussi. Si je n'avais pas rencontré Martin Lépine sur mon chemin, je ne sais pas si tous mes rêves auraient pu s'accomplir parce que pour moi, le projet des passeurs culturels, c'est vraiment un rêve. C'est comme un moment fort dans ma carrière que d'avoir réussi cette belle, très, très belle collaboration entre le milieu de la culture et puis le milieu de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. C'est tellement important pour le milieu culturel québécois, ce rapprochement-là entre culture et éducation. C'est une thématique qui revient sur toutes les lèvres depuis des décennies, qui a fait partie à de nombreuses reprises de consultations en lien avec la politique culturelle du Québec. Sachez que pour le milieu culturel québécois, le rapprochement puis la rencontre entre culture et éducation, c'est un sujet particulièrement important qui donne donc des échos très forts au projet des passeurs un peu partout au Québec. Je sais qu'il y a d'autres universités qui nous regardent avec une certaine envie, mais je vous dirais qu'au niveau du milieu culturel aussi, il y a des collègues partout à travers le Québec qui remarquent et qui admirent le projet des passeurs culturels. Fait que bravo aussi à la faculté d'éducation, à toi, Martin, d'avoir réussi à faire en sorte que ce projet-là devienne pérenne. Ça, c'est une très, très belle nouvelle pour moi avant mon départ. Donc, oui, pour la prochaine année, ce qu'on proposait, c'est de garder effectivement le même modèle. Donc, Martin l'a mentionné, 2 gratuités à travers toute une série, mais aussi donc une série de spectacles qui vont vous être offerts pour la plupart à 15 $ l'unité. Donc, toute taxe incluse, si vous procurez vos billets, bien sûr, à la billetterie du Centre culturel. Donc, ça, c'est un gros avantage. Puis, sachez que, naturellement, avec l'augmentation des coûts de la vie, ben peut-être que ce prix-là devra être revu à la hausse dans les prochaines années, malheureusement, parce que l'ensemble de l'industrie, de la culture subit la même inflation que tout le monde, puis tous les coûts explosent actuellement pour tout le monde. Donc, ça risque d'évoluer dans les prochaines années. Je commence sans plus tarder. Au fond, je vais y aller très rapidement. Je vais défiler tous les spectacles, puis après, je serais curieux d'avoir vos commentaires, vos avis, vos coups de cœur. Tiens, si vous avez des spectacles qui vous allument particulièrement, qui vous parlent, j'ai juste envie d'avoir un petit peu de retour de votre part sur ce que vous en avez pensé de cette proposition-là de programmation pour 22-23. Donc, le partage d'écran est toujours en cours. Martin, tu me confirmes? Oui. Parfait. Donc, le premier spectacle, c'est un spectacle complètement à part de tous les autres. C'est un spectacle événement qui s'appelle Les 7 branches de la rivière Otta.
Donc, attention, celui-là, on ne peut pas l'offrir à moins de 30 le prix du billet parce que c'est quand même un spectacle qui va se détailler environ à 75 l'unité. C'est un spectacle hors norme. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle fleuve de Robert Lepage qui tourne à travers le monde depuis plusieurs années, donc qui a été repris, qui est un grand succès international. C'est exceptionnel pour Sherbrooke de pouvoir accueillir un spectacle comme ça. C'est un spectacle fleuve. C'est 7 tableaux, bien sûr, mais c'est comme 4 spectacles en un et c'est donc un événement culturel important à vivre une fois dans sa vie. La présentation va commencer vers 2 heures de l'après-midi. Il va y avoir donc des blocs de spectacles avec plusieurs entractes et même une pause repas. Vous pourrez bien sûr aussi réserver, si vous le souhaitez, une boîte à lunch auprès de la billetterie du Centre culturel. Et tout ça va se terminer entre 9 h et 10 h le soir. Donc, c'est vraiment comme écouter une série sur Netflix, là, quand on commence et qu'on n'arrive pas à décrocher, ben c'est un peu la même chose avec cette branche de la Rivière-Otta. C'est fascinant de voir à quel point ce spectacle-là est maîtrisé. C'est tout le génie de Robert Lepage et d'Ex Machina. C'est un spectacle grandiose. C'est un événement à vivre une fois dans sa vie. Je l'ai vu personnellement. Ça a été le spectacle d'ouverture du Théâtre Le Diamant à Québec, le nouveau théâtre de Robert Lepage. Et effectivement, quand la présentation a fini, j'en aurais pris encore. On aurait envie que ça continue encore parce qu'on s'attache aux personnages, parce que ce sont des histoires croisées. Toujours le même principe, hein, Robert Lepage, c'est la petite histoire dans la grande histoire ou l'inverse. Donc, c'est incroyable à quel point on peut connecter avec un contenu comme celui-là. Et ça se passe à peu près, je dirais, dans la période entre la bombe d'Hiroshima et le début des années 2000. Ça couvre à peu près cette période-là, puis on se déplace dans plusieurs villes à travers le monde dans le spectacle. C'est exceptionnel. C'est une immense production, 5-6 jours de montage en salle pour arriver à faire une seule représentation. Donc, c'est une chance unique d'avoir un spectacle de cette ampleur-là, de cette envergure-là à Sherbrooke. On est vraiment très fiers de l'accueillir. Et ça, c'est vraiment un truc à voir une fois dans sa vie, de vivre cette expérience-là. Je continue avec le dernier sacrement. Donc, c'est un texte et on retrouve Denis Bouchard sur la scène. C'est lui qui a écrit. Donc, c'est un spectacle qu'on avait accueilli déjà et qu'on reprend parce qu'il y avait eu énormément d'échos. Denis Bouchard joue un personnage, justement, un prof d'université qui est en fin de vie, qui est à l'hôpital et qui va, bien sûr, lier d'amitié avec son infirmière, son aide-soignante, et qui va aussi permettre à la fille de cette infirmière-là de venir le rencontrer parce qu'elle fait aussi un travail d'université sur un ouvrage que ce prof-là avait écrit dans sa carrière. Et c'est le choc des générations. C'est le choc des générations, c'est la rencontre entre aussi différentes cultures. Donc, il y a un peu tout ça. Et c'est la position, je dirais, assez arrêtée, mais aussi à la fois très sympathique et humoristique du personnage joué par Denis Bouchard. Donc, c'est cette confrontation-là entre sa position puis celle de l'infirmière et de la fille de l'infirmière. Ça donne des moments très touchants et juteux en même temps parce que, bien sûr, cette confrontation-là est forte, mais aussi énormément d'humour chez le personnage de Denis Bouchard qui appréhende ce passage-là, cette fin de vie-là avec philosophie, mais aussi avec une certaine légèreté. Un excellent spectacle qui circule partout à travers le Québec depuis déjà plusieurs années et qui vaut vraiment la peine d'être vu pour le talent de Denis Bouchard qui a bien sûr le rôle principal dans ce spectacle-là. Le Grand Virage, c'est une comédie écrite par Mario Jean, donc qu'on va accueillir et c'est assez intéressant. C'est 2 personnages sur scène avec Diane Lavallée et Mario Jean, mais il y a aussi 2 autres personnages qui sont en virtuel. Donc, 2 adultes, parents avec 2 enfants qui ont quitté la maison, qui décident, comme les enfants ont quitté la maison, de vendre tout simplement la maison pour aller vivre ailleurs. Et ça ne fait pas l'affaire des enfants. Donc, c'est la confrontation ou la rencontre de cette position-là des 2 enfants face à leurs parents qui reprochent à leurs parents finalement de vendre la maison familiale, la maison où ils ont grandi. Et ça amène beaucoup de drôlerie, beaucoup d'humour, mais en même temps, encore une fois, sans dire une confrontation, mais une rencontre entre 2 générations, là, et aussi beaucoup de finesse dans la mise en scène, puisqu'il y a 2 personnages qui sont en direct sur scène, puis 2 personnages qui sont en virtuel. Donc, il y a l'utilisation de la technologie aussi qui est présente dans le spectacle, qui amène une autre couleur particulière à ce spectacle-là.
Ensuite, Les 10 commandements, c'est un spectacle de danse. La compagnie Fils d'Adrien Danse, c'est une compagnie de Québec qu'on a déjà accueillie quelques fois. Le chorégraphe de cette compagnie-là s'appelle Harold Réaume. C'est vraiment un chorégraphe montant au Québec, très important et avec énormément d'humanité. C'est un type exceptionnel à recevoir en médiation culturelle, entre autres. Donc, c'est un gars qui a vraiment un don pour parler de la danse contemporaine, pour partager son amour, sa connaissance de la danse contemporaine. Et là, il crée un spectacle de plus grande envergure. C'est un spectacle pour lui qui va faire histoire dans sa compagnie, avec beaucoup de danseurs sur scène, mais toujours avec sa signature très, très personnelle comme chorégraphe. Donc, un jeune chorégraphe très talentueux, avec une production d'envergure, et aussi un créateur qui a vraiment une qualité exceptionnelle de communicateur pour faire aimer et connaître ou découvrir la danse contemporaine. Les 10 commandements. Le projet Monarque, c'est une compagnie de Sherbrooke qui propose ce spectacle-là, le Théâtre des Petites Lanternes. C'est un projet d'Angèle Séguin. Angèle Séguin, c'est une de nos créatrices importantes au Québec. Pourquoi? Parce qu'elle a développé toute l'approche de ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé ou le théâtre d'intervention sociale. Donc, c'est une de nos spécialistes au Québec qui a développé des techniques particulières pour avoir un théâtre très engagé, très social. Elle a mis au point une technique aux Petites Lanternes qui s'appelle la grande cueillette des mots. Donc, ce sont des cahiers d'écriture que des centaines de personnes peuvent remplir de façon très confidentielle pour écrire. Et tous ces cahiers-là sont rassemblés donc par Angèle Séguin et son équipe. Et ils vont tirer de ça vraiment la moelle, les thématiques principales. Ils vont juxtaposer les mots, carrément les mots des gens qui les ont écrits pour en faire une pièce. Donc, c'est tout un travail là, de dentelle là, et de tricotage des écrits qui sont recueillis. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir sur scène un spectacle de théâtre dont le texte est composé par des centaines de personnes. C'est comme un texte de théâtre avec des centaines de mains qui ont participé. Et c'est naturellement des propos qui sont personnels et qui sont vrais, qui sont réels. La thématique, cette fois-ci, qu'elle aborde dans le projet Monarque, c'est les chocs ou le stress post-traumatique. C'est un projet qu'elle développe avec les forces armées canadiennes. Donc, naturellement, ça va traiter beaucoup, effectivement, des chocs post-traumatiques au niveau des soldats et des gens qui ont travaillé aux forces armées, mais c'est plus large que ça aussi parce que, naturellement, on peut vivre des chocs de ce type-là suite à un accident d'auto ou autre chose. Donc, ça va être assez universel malgré tout. C'est intéressant parce que c'est une compagnie de Sherbrooke, parce que c'est une approche particulière, parce que c'est une thématique particulière, parce qu'elle a réussi à développer vraiment une forme de création qui est unique. Et c'est la première Canadienne qu'on va accueillir chez nous le 8 novembre. Donc, c'est la toute première fois que ce spectacle-là va être présenté. Il va sûrement circuler à travers le Canada, compte tenu de la participation des forces armées canadiennes. Donc, une compagnie sherbrookoise. Par la suite, un spectacle de Cirque Alphonse qu'on avait déjà accueilli, qui est un spectacle toujours très, très festif parce qu'eux, ils ont un côté très rural. Ils vont utiliser souvent des instruments agricoles pour créer leurs acrobaties, leurs jongleries. Et c'est pour ça qu'on voit le tracteur en avant-plan. Puis c'est très familial aussi. Le personnage que vous voyez en avant-plan, c'est vraiment le père du fondateur de la compagnie. Donc, on retrouve souvent sur scène plusieurs générations. Le grand-père, le père, les enfants se retrouvent sur scène. C'est toujours très festif avec des musiciens en direct sur scène. Et c'est une compagnie qui a une réputation très, très importante à travers le monde aussi parce qu'elle amène effectivement tout ce côté-là un peu rural ou agricole dans ses spectacles, mais avec beaucoup de folie, beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'énergie. Et puis, ça donne des spectacles de cirque vraiment contemporains et surtout avec une signature unique au Cirque Alphonse. Donc, leur toute dernière création animale qui va être bien sûr présentée à Montréal complètement cirque cet été et que nous, on va accueillir l'année prochaine en salle. L'automne prochain, je devrais dire en salle. La Nuit des Rois, un spectacle du Théâtre du Nouveau Monde. Donc, c'est le TNM, c'est une des deux productions du Théâtre du Nouveau Monde qu'on va accueillir la prochaine année. La Nuit des Rois, donc, grand texte classique. Mais la mise en scène, je vous invite à observer que c'est Frédéric Bélanger, donc c'est le frère d'une de vos collègues. Et c'est un créateur, moi, que j'admire beaucoup, beaucoup pour son
justement son approche, sa créativité, sa façon d'amener beaucoup de ludique dans ses spectacles. Et là, ben, il va se payer la traite parce qu'en étant au TNM, il a beaucoup de moyens, donc il peut vraiment aller au bout de ses rêves avec, encore une fois, souvent intervention musicale en direct sur scène. Il va parfois aussi se permettre un peu des écarts pour amener un regard renouvelé sur une œuvre classique comme ça. J'ai très, très hâte de voir son travail dans ce spectacle-là en particulier parce que d'un, il a une brochette d'acteurs absolument incroyable, dont Yves Jacques, mais il a aussi, je trouve, une maturité de metteur en scène et de créateur qui l'amène à être invité maintenant dans la plus grande compagnie québécoise qui est le Théâtre du Nouveau Monde pour créer ce spectacle-là, donc La Nuit des Rois. C'est un spectacle que je vous invite vraiment à ne pas manquer. Ève Côté, Mario, si tu peux prendre une gorgée d'eau ou quelque chose, tu n'hésites pas hein, quand même. Là, le danger, là, je vois que pour le spectacle précédent, on était rendu juste au 15 novembre, puis j'avais déjà à mon horaire là, quasiment 7 spectacles qui m'intéressaient. Mais bravo déjà, Mario, d'inclure dans cette possibilité-là, Passeur culturel, autant de spectacles. Là, il y en a carrément presque un par semaine, sinon même des fois 2. Là. Et c'est souvent les mardis ou mercredis soirs là, qu'on cible hein, pour ces spectacles-là. Puis c'est volontaire aussi, là, je vais juste le dire pour tout le monde, parce que les étudiants, en un sens, sont en ville, sont à Sherbrooke, sont sur le campus. Puis idéalement, on pense qu'après une journée ou une activité pédagogique dans la journée, ben on peut, par exemple, aller prendre une bière, souper en amis et se rejoindre ensuite au théâtre ou au cirque ou à la danse en soirée. Mais en tout cas, merci de la diversité de l'offre déjà, là, puis on est juste au 17 novembre là, avec Ève Côté. Oui. Il en reste encore quelques-uns, effectivement. Merci, Martin, c'est gentil ton commentaire. On a voulu inclure quelques spectacles qu'on présente aussi à la petite salle de l'université. Donc, vous savez qu'en dessous de la salle Maurice-Aubrédé, on a un petit cabaret de 120 places, table et chaises, qui permet d'avoir des spectacles très intimes. Et puis, compte tenu qu'on souhaitait être en ouverture suite aux discussions qu'on a eues avec l'association des étudiantes et étudiants de la faculté d'éducation, on a voulu inclure quelques spectacles aussi en humour, puis aussi dans la petite salle, parce qu'on sait que c'est un contexte particulier qui plaît beaucoup aussi aux étudiants. Donc, c'est vraiment des exceptions dans l'offre, mais on trouvait ça important ou intéressant de pouvoir en ajouter quelques-uns, dont Ève Côté, qui est une des 2 filles des Grandes Crues, donc qui connaît énormément de succès, le spectacle des Grandes Crues, là, avec Marilyn Jonca et Ève Côté, et qui tourne encore actuellement. Et là, Ève Côté se sentait mature pour avoir un spectacle solo. Donc, elle sera en rodage chez nous le 17 novembre à la petite salle avant de revenir dans la grande salle plus tard. Donc, c'est une occasion de la découvrir un peu avant tout le monde puis de voir ce qu'elle a à offrir de façon autonome et donc un spectacle d'humour dans ce cas-là. Alterindien, sinon on revient à la salle Maurice-Aubrédé, c'est une gratuité passable potentielle, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle aussi autochtone, parce que c'est un spectacle que j'ai vu qui est à la fois, je dirais, drôle, mais qui soulève les bonnes questions. Alors, je vous explique tout simplement l'histoire et vous allez comprendre assez rapidement ce que je veux dire. Un couple, une femme, prof d'université aussi, donc qui est en couple avec un jeune autochtone. Donc, ils vivent ensemble, déjà, on comprend depuis un certain temps. Ils décident de se faire un souper d'amis. Ils invitent 2 couples. Un couple d'Autochtones et un couple de non-Autochtones. Naturellement, le vin aidant, vous pouvez imaginer que les discussions vont évoluer, puis naturellement, il va y avoir, je dirais, échange concernant justement les cultures, les différentes cultures, puis la perception de l'un par rapport à l'autre, puis tranquillement, tout ça va joyeusement déraper, le vin aidant, avec quelques personnages qui sont assez drôles d'ailleurs dans l'histoire, donc il y a beaucoup d'humour aussi, mais le contenu est là, ça permet de passer effectivement tout ce rapport à l'autre, tout ce regard de l'un par rapport à l'autre, ses perceptions, parfois même ses interprétations ou ses préjugés face à l'autre. Et je trouve que là-dessus, on a un spectacle qui est assez bien réussi par une jeune compagnie, justement, d'artistes autochtones qui ont décidé de créer un spectacle comme ça, qui met en scène des Autochtones et des Allochtones, donc qui permet d'avoir cette rencontre-là ou cette confrontation-là, mais avec beaucoup d'humour aussi.
Donc, c'est assez intéressant. C'est une compagnie qui fait preuve d'une belle audace. Et je pense que c'est un spectacle qui mérite d'être découvert par le public sherbrookois. Billy Tellier, donc un autre humoriste, cette fois-ci à la grande salle du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. On est rendu en janvier, donc encore une fois, pour avoir une petite touche d'humour. C'est un spectacle qui connaît énormément de succès. Étonnamment, si vous avez jamais vu Billy Tellier sur scène, il a son style à lui très particulier qui vaut la peine d'être découvert pour ceux qui aiment l'humour, bien sûr. Et on parle bien sûr d'un spectacle solo sur scène. Rose et la machine. Alors ici, on tombe dans un spectacle qui est un théâtre documentaire. Donc, la comédienne principale, Maude Lorando, dans sa vie, pour de vrai, elle a eu un enfant qui a des difficultés assez importantes. C'est un enfant qui a besoin d'un cheminement particulier dans notre système. Et ce qu'elle raconte, au fond, c'est son histoire, puis c'est toutes les difficultés qu'elle a rencontrées avec un enfant qui a besoin d'une approche particulière. Donc, à partir du moment où elle découvre la maladie de son enfant, son entrée au CPE, bien sûr, par la suite, son entrée dans le milieu scolaire, tout ce qu'elle a eu à vivre en termes de soutien qui est là ou qu'elle n'a pas, que le système peut lui offrir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la machine, là. Alors, Rose étant la petite fille en question et la machine étant la machine administrative gouvernementale qui, bien sûr, n'aide pas là, les parents qui ont des enfants qui demandent un soutien particulier. Et c'est ce que ça raconte. C'est un spectacle qui est très intéressant. Donc, elle joue avec une autre comédienne qui joue tous les personnages que Maude a rencontrés dans son enquête. Donc, dans son enquête, elle a rencontré toutes sortes de personnes, des spécialistes, des non-spécialistes, et elle raconte, au fond, les rencontres qu'elle a faites. Un peu comme dans J'aime Hydro. Si vous avez vu J'aime Hydro, c'est un peu le même principe en termes de théâtre documentaire. Et la comédienne qui l'accompagne joue tous les personnages que Maude a rencontrés dans son enquête. C'est fascinant. C'est vraiment un spectacle à la fois touchant puis à la fois très révélateur des limites de notre système ou enfin des difficultés que les parents qui ont des besoins avec leurs enfants, des difficultés donc que ces parents-là peuvent rencontrer. Théâtre documentaire. Voilà. Muse, un spectacle de cirque cette fois-ci. Donc, c'est Flip Fabric, qui est une compagnie qu'on a déjà accueillie à plusieurs reprises, qui est une compagnie complètement festive, qui fait des spectacles toujours très, très, très énergisants, autant pour les jeunes que les moins jeunes. C'est une compagnie au Québec qui connaît vraiment beaucoup de succès, là. On connaît le Cirque du Soleil, après ça, il y a le Cirque Éloise. Puis après le Cirque Éloise au Québec, je vous dirais que c'est pas mal Flip Fabric, là, qui est Flip Fabric, puis le Cirque Alphonse, là, sont un peu sur la même ligne, là, suivi pas loin de Machine de cirque. Donc, une de nos compagnies de cirque très, très, très importante au Québec, qui a un rayonnement international très important, et c'est une nouvelle création qu'ils nous proposent où ils vont jouer sur les contre-rôles. Donc, les femmes vont jouer des positions masculines et les hommes vont jouer des positions féminines. Alors, vous pouvez imaginer que dans une acrobatie de portée, entre autres, de main à main, comme on appelle, souvent, c'est le plus grand gaillard qui va être en dessous de la pyramide. Ben là, ça va être une femme qui va être en dessous de la pyramide. Ce n'est qu'un exemple. Mais ils vont jouer beaucoup donc sur les contre-rôles pour amener de l'amusement puis de la drôlerie aussi. C'est une compagnie qui aime beaucoup là, jouer sur le côté festif, le côté drôle, le côté amusant, donc très, très divertissant, mais avec des athlètes et des acrobates de très, très grande envergure, de grande, grande, grande qualité. Et c'est pour ça qu'ils ont un rayonnement international si important, parce que leurs acrobaties sont vraiment de calibre. C'est très, très fort ce qu'ils proposent comme proposition. Le roman de M. Molière, deuxième production du Théâtre du Nouveau Monde que nous accueillons. Donc, c'est effectivement Lorraine Pintal qui va faire la mise en scène de ce spectacle. Et on parle effectivement de la vie de Molière, entre autres, de Bulgakov, de Molière. Et je dirais que c'est une plongée dans l'univers et dans le personnage que pouvait être Molière, avec des références sur ses plus grands textes, ses plus grands succès à l'intérieur du spectacle. Donc, c'est une belle façon de découvrir un auteur très connu et naturellement un auteur célèbre, Molière, à travers ce roman de M. Molière, mis en scène par Lorraine Pintal. Donc, je trouve que c'est une proposition qui est à la fois moderne et classique à la fois, parce que naturellement, bon, c'est une création, c'est moderne, mais à la fois, ça traite de sujets puis d'un auteur qui, lui, fait partie du répertoire classique mondial.
Donc, grande production, TNM, naturellement, beaucoup de comédiens sur scène, décors très importants. On parle quand même de la compagnie de théâtre la plus importante au Québec, qui normalement ne circule pas, mais qui déjà depuis presque 20 ans là, est accueillie à Sherbrooke, entre autres, et dans quelques rares villes au Québec, parce qu'on parle de production d'envergure. Donc, ça prend un équipement important, puis ça prend beaucoup de temps d'installation en salle. C'est des spectacles assez importants et assez imposants qu'on a la chance d'accueillir. Mm-hmm. Le loup, Mario, Mario, tu sais, parlant entre autres du fait que le décor est imposant et qu'on doit avoir l'infrastructure pour l'accueillir, c'est un peu aussi la chance qu'on a pour le cirque, hein? Dans le sens qu'il y a très peu de salles au Québec capables d'accueillir des spectacles de cirque. Puis, souvent, tu me disais la chance qu'on avait, puis on s'en rend des fois pas compte, là, mais peut-être en dire un mot, Mario, là, du fait que justement, autant les hauteurs, les largeurs, les profondeurs, du centre culturel, ça permet d'accueillir des spectacles, même pour les 7 branches là, de Robert Lepage. Ça ne peut pas se faire n'importe où. Là. Non, ça prend des salles de grande envergure avec beaucoup d'équipements, des équipements qui sont non visibles de la part du public dans la salle, là, ce qu'on retrouve en coulisses et en hauteur. C'est ce qui nous permet d'accueillir de très grandes productions, comme peut le faire le Grand Théâtre de Québec ou la Place des Arts à Montréal. Il faut dire qu'on a la chance, effectivement, d'avoir un équipement d'exception à Sherbrooke qu'on retrouve assez rarement sur le territoire québécois. En termes de place, bien sûr, mais surtout en termes de capacité d'accueil technique. Je donne toujours le même exemple. Notre-Dame de Paris, il y a à peu près 4 salles de spectacle au Québec qui peuvent accueillir Notre-Dame de Paris, pas plus que ça. Puis Sherbrooke en fait partie. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette salle-là a des qualités d'accueil exceptionnelles. Et c'est ce qui nous permet effectivement de recevoir des spectacles de très, très grande envergure que bien des salles au Québec peuvent malheureusement juste pas recevoir pour des raisons techniques. Et non pas pour d'autres raisons. Et ça fait partie de l'avantage qu'on a d'avoir un centre culturel comme ça à l'Université de Sherbrooke et dans la région de l'Estrie, bien sûr. Voilà. Je continue. Mon coup de cœur de cette année, moi, j'ai toujours un coup de cœur à chaque année. J'aime beaucoup lire les textes de théâtre. J'ai un gars qui vient du milieu du théâtre, donc je lis du théâtre depuis, mon Dieu, plusieurs décennies. Et quand j'ai lu ce texte-là, j'ai eu un véritable coup de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans les personnages Luc Sonnet et Maude Guérin. Je les voyais en train de faire ce spectacle-là, puis je me disais, mon Dieu, que ça va être fantastique, ça va marcher, c'est parfait. Et c'est un spectacle que les deux interprètes ont créé pendant la pandémie chez Duceppe à Montréal, donc la compagnie de théâtre Duceppe. Et c'est eux qui avaient envie de partir en tournée avec ce spectacle-là. Ça, c'est assez rare. Hein? Généralement, c'est les compagnies qui vont dire aux artistes, seriez-vous intéressés? Pouvez-vous faire un trou dans votre agenda de quelques semaines pour pouvoir circuler au Québec? Ça demeure toujours complexe. C'est des gens qui sont très, très, très sollicités. Mais là, c'est eux qui avaient envie de reprendre ce spectacle puis de parcourir les routes parce qu'ils ont envie de jouer ce spectacle-là, qu'ils sont bien ensemble sur scène, qu'ils aiment ce qu'ils font dans ce spectacle-là. Et ça rajoute une dimension assurément parce que ça veut dire que le spectacle va être tellement, comment je pourrais dire, souhaité par les artistes. Ils ont envie de le jouer. C'est pas juste un contrat, là. C'est fait avec beaucoup de cœur. C'est l'histoire d'un homme qui, encore une fois, assez avancé dans sa vie, puis qui sent que ses facultés cognitives s'en vont tout doucement. Il le sait, là, qu'il va petit à petit perdre ses moyens, puis il décide de faire le ménage dans sa vie, puis entre autres de s'excuser auprès de sa conjointe pour son attitude puis sa façon de faire, mais de façon à la fois un peu cocasse parfois, mais surtout très maladroite, puis un peu trop précipitée. Donc, ça crée une drôle de relation entre les deux, mais il essaie très, très maladroitement de se rattraper pour tous les travers qu'il se reconnaît lui-même comme homme dans ce couple-là. Et naturellement, à la fin du spectacle, ou vers la fin du spectacle, après que lui ait déchargé là, toute son affaire un peu désorganisée dans une certaine mesure, Maude Guérin livre un monologue extraordinaire où elle va ramasser tout ce qu'il a dit, mais aussi comment elle l'a vécu dans ce couple-là et comment elle peut lui resservir à son mari ce qu'elle a ressenti ou comment il était vraiment. C'est un morceau de théâtre exceptionnel. Ça prend une très, très grande comédienne pour livrer un monologue de cette charge-là. Et je vois très, très bien Maude Guérin. On connaît son talent, là. Et Luc Sonnet aussi, qui est rendu vraiment un moment dans sa carrière où je trouve que plus il avance, meilleur il est à chaque année. C'est un homme qui a
tellement fait de théâtre dans sa vie, là. Puis Maude Guérin aussi. C'est des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre, puis sont toutes les deux rendus à un niveau de maturité. C'est dans nos meilleurs interprètes québécois actuellement. Il faut se le dire, là. Ils sont une poignée là, d'artistes qui sont rendus à ce niveau-là en termes de, je dirais, de possession de leur art, de leur talent. Et donc, ça va donner un spectacle, j'en suis convaincu, exceptionnel. C'est magnifique. Un très, très beau texte, mais surtout deux interprètes tellement extraordinaires à voir sur scène. La Société des poètes disparus, donc le film Société des poètes disparus, qui est adapté au théâtre. Ça a été créé juste avant la pandémie au théâtre Denis Pelletier à Montréal, donc un spectacle qui peut s'adresser autant aux adolescents qu'aux adultes. Immense succès. Déjà, on le sait que le film était très bon là, avec Robin Williams, mais l'adapter au théâtre, parfois, ça peut être heureux, parfois moins heureux. Là, on peut avoir confiance. Le spectacle a déjà été vu, a déjà été présenté avec un immense succès sur Montréal. C'est un spectacle qui est très, très, très attendu au niveau de sa reprise. Puis on est vraiment heureux de l'accueillir. Nous, on va le présenter en soirée le 14 février, mais on va aussi offrir 2 matinées scolaires pour les écoles secondaires de la région, parce qu'on sait que la demande va être forte pour ce spectacle-là. Et c'est une très, très grande réussite. À la fois, bon, on connaît l'œuvre, le texte est fantastique, là, le contenu, mais la réalisation, la transposition sur scène est une réussite presque totale. Donc, vraiment, c'est un spectacle à voir. Puis Sébastien David, vous le connaissez peut-être pas, mais quel beau créateur. C'est un créateur vraiment exceptionnel. Voilà. Perle, c'est un spectacle de danse. Donc, ici, on est à la frontière entre la danse et la musique. PPS Danse, c'est Pierre-Paul Savoie Danse, qui est un chorégraphe qui a fait sa marque au Québec d'une façon exceptionnelle et qui est décédé il y a peu. Et lui, il nous a servi quelques spectacles assez exceptionnels, justement, où on retrouvait sur scène des musiciens, chanteurs et des danseurs en même temps. Un spectacle, entre autres, sur l'Assa de Sella, qui a été fait, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, magnifique, avec plusieurs interprètes là, qui se succèdent au niveau des chansons. Et des couples de danseurs ou des trios qui viennent accompagner. Donc, ça donne un spectacle vraiment très complet parce qu'on est à la fois dans la danse contemporaine, mais on est à la fois dans la musique. Et Pierre-Paul, avant son décès, avait envie de refaire un autre spectacle du même type, donc avec musiciens, chanteurs et danseurs sur scène en même temps, mais basé sur les pièces qui l'ont le plus touché. C'est les grandes pièces de musique, de chansons dans son répertoire à lui, donc ce qu'il aimait le plus, de très grandes œuvres, bien sûr, que tout le monde va reconnaître assez facilement. Et on va avoir un show de danse et de musique réunis ensemble. Donc, ça crée encore un côté encore plus accessible parce que ça va rejoindre deux types d'intérêts sur le plan culturel. Se méfier des eaux qui dorment, c'est un autre spectacle de danse qui nous vient cette fois-ci d'Europe. La compagnie Yann Alexander, c'est un grand coup de cœur de programmateurs québécois qui ont vu ce spectacle en Europe et qui ont décidé d'en faire une tournée québécoise. Et nous, on s'est inscrits donc dans ce circuit de tournée-là. C'est une compagnie qui vient pour la première fois, qu'on va pouvoir découvrir au Québec. Magnifique compagnie avec des danseurs vraiment de très, très grande qualité, un petit bijou de spectacle en danse contemporaine et la chance de découvrir donc un grand créateur européen sur notre scène. Edwig et le pouce en furie. Oui. Mario, je t'interromps encore une fois, mais tu sais, pour les soirées danse là, qui avaient lieu avant la pandémie, ça, je trouvais, je connaissais pas tant la danse contemporaine avant le projet pilote des passeurs culturels, là, mais l'événement que vous réussissiez à créer autour du spectacle de danse, tu sais, des spectacles de danse, c'est souvent assez court, là, 1h15, 1h30, et là, vous aviez un avant-spectacle souvent animé par Sylvain Dodier, qui nous mettait même en mouvement là, pendant son atelier, en un sens. Et après, on avait, et tu sais bien que c'est comme ça que tu m'avais accroché, là, il y avait du mousseux pétillant après le spectacle, des bouchées offertes, etc. En tout cas, il y avait vraiment un événement autour des mardis soirs de danse. Est-ce que, as-tu l'impression là, que, mettons, post-pandémie, on va pouvoir revivre l'équivalent dans les prochains mois ou c'est encore difficile? Bien, je vous dirais que c'est le souhait qu'on a au Centre culturel, c'est effectivement de ramener cette formule qui a beaucoup, beaucoup de succès, avec donc la préparation avant spectacle
dans une rencontre de médiation dans un de nos foyers, puis il y a toujours beaucoup de gens qui y participaient. Ça nous met vraiment en bonne position pour accueillir le spectacle. Hein. C'est une façon de s'introduire puis de se placer en condition pour accueillir le spectacle. Suivi effectivement d'une rencontre généralement dans le hall d'entrée du centre culturel avec les artistes, donc échange avec les artistes, possibilité de poser des questions. Tout ça, effectivement, comme tu dis, Martin, avec Mousseux et Petite Bouchée. C'est le souhait du centre culturel de poursuivre. Ça va reposer un petit peu dans les mains de ma collègue Anne-Sophie Laplante, qui est la programmatrice en danse contemporaine et qui a développé cette formule-là avec Sylvain Daudy, entre autres. Donc, la volonté est là. C'est à elle d'avoir la faisabilité en fonction naturellement des calendriers, des disponibilités, tout ça, des possibilités. Mais je vous dirais que je serais surpris que cela ne se fasse pas. Je pense que ça va se faire. Et si par hasard, pour un spectacle, ce n'est pas possible, ça va être vraiment contre la volonté du centre culturel. Ce sera bien malgré nous parce que la volonté du centre culturel est vraiment de poursuivre dans cette voie-là parce que ça fait une soirée culturelle complète et ça permet aussi de faire un vrai développement, un vrai éveil à une discipline qui est la danse contemporaine où je pense que le public a besoin parfois d'avoir une forme d'accompagnement ou de préparation pour encore mieux apprécier ce qu'on voit sur scène. Fait que oui, la volonté est là, Martin, de poursuivre dans ce sens-là. On se le souhaite, en tout cas. Oh oui, en tout cas, j'invite tout le monde, là, qui nous écoute là, à aller au moins une fois voir un spectacle de danse avec justement le avant, pendant et après spectacle. Ça change notre rapport un peu à ce type de spectacle-là aussi. Prochain spectacle, Hedwig et les Pousses en furie. Ça, c'est un grand succès sur Off-Broadway à New York. Et Benoît McGuinness, que vous voyez sur l'image, qui est un comédien, encore une fois, aussi exceptionnel, un très bon comédien au Québec, avait vu ce spectacle et rêvait de le monter. C'est ce qu'on appelle le rôle d'une vie pour un acteur. Parce que naturellement, le personnage principal, qui va être joué bien sûr par Benoît McGuinness, occupe l'essentiel du spectacle. Il a l'essentiel du texte. Donc, c'est un numéro d'acteur. Pourquoi? Parce que, naturellement, un spectacle off-Broadway, on peut s'imaginer, hein? Il y a du théâtre, il y a du chant, il y a presque de la danse dans une certaine mesure. C'est très variété. Mais là, on tombe dans quelque chose où, effectivement, on est, puis vous le voyez, l'image le montre, sur toute cette question de genre. Naturellement, tout le côté, soit travesti, drag queen, tout cet univers-là est abordé à travers ce spectacle-là. Et c'est un grand succès au niveau de sa proposition, au niveau de son texte, au niveau du côté éclaté de la forme aussi. Puis la qualité de ça, c'est que le travail d'adaptation québécoise de cette œuvre-là va se faire par René Richard-Cyr, qui est quand même un de nos meilleurs au Québec pour faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire de prendre un grand succès et puis de le rebrasser puis de le remettre dans une sauce québécoise. Il l'a fait pour Belle-Sœur, entre autres, en théâtre musical, mais pour plein d'autres productions aussi. C'est un gars qui a fait beaucoup de traductions aussi, René Richard-Cyr. Donc, les deux créateurs ensemble avaient envie de travailler, avaient envie de faire ce spectacle-là. Et c'est vraiment sur leur impulsion que le spectacle va être créé. Ce n'est pas une compagnie là, comme le Théâtre du Nouveau Monde qui dit « OK, moi, je vais créer ça l'année prochaine ». C'est deux artistes qui voulaient faire ce spectacle-là, qui ont approché une productrice montréalaise pour que le spectacle existe. C'est un spectacle qui est très attendu, mais c'est un spectacle pour lequel Benoît McGuinness a décidé de mettre toute son énergie parce que c'était un rêve pour lui et c'est aussi un défi d'acteur incroyable. Donc, ça va être un spectacle hors norme, je pense, puis surtout pour la performance d'acteur et ce côté un peu déjanté là, que la proposition amène. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Encore une fois, c'est un spectacle qui a déjà ses lettres de noblesse parce qu'il a déjà un immense succès ailleurs qu'au Québec. Et là, on va avoir la chance d'en avoir une adaptation québécoise avec musiciens live sur scène. Donc, ça va être très spectaculaire là, comme spectacle. Camping, un spectacle de cirque. Alors, une compagnie de Québec à nouveau. Et ça, pour la petite histoire, la créatrice de ce spectacle-là, c'est une Sherbrookoise d'origine qui a fait toutes ses études ici à Sherbrooke, donc a fait le parcours scolaire au niveau des écoles d'art, Sacré-Cœur, Mitchell-Montcalm et compagnie, qui a ensuite décidé de faire sa carrière à Québec, qui est devenue une prof, entre autres, à l'École de cirque de Québec, qui est une école de cirque très importante. C'est devenu une metteur en scène et une créatrice particulièrement remarquée dans l'univers du cirque à cause de tout ça. Mais à l'origine, elle a une approche qui est
chorégraphique. Donc, c'est une fille qui est à la fois théâtre, danse, musique, cirque. Elle regroupe vraiment toutes ces disciplines-là assez facilement, puis elle va jouer dans ses créations sur ses talents à elle. Donc, elle va amener toutes ces dimensions-là dans le spectacle. C'est à la fois un peu chanter, un peu danser, un peu jouer, des acrobaties. Elle va mettre tout ça ensemble pour faire des spectacles qui sont à la fois très, très bien réussis, mais qui marient très, très bien les disciplines artistiques. Donc, c'est intéressant parce que sur un même spectacle, vous touchez différentes disciplines artistiques et non pas uniquement le cirque. Mais ça demeure quand même un spectacle de cirque. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve beaucoup, beaucoup d'acrobaties et des artistes encore là qui sont issus de l'École de cirque de Québec et d'autres artistes qui sont de l'international, qui sont des gens avec énormément de talent, là, avec un côté encore une fois très festif. Puis celui-là, c'est un spectacle que je qualifierais de particulièrement familial. Je ne serais pas gêné de dire, ben, même pour des enfants un peu plus jeunes, je dirais à partir de 7, 8, 9 ans, là, ce serait tout à fait accessible là, pour presque tout le monde. Donc, c'est un spectacle qui est familial au final. Voilà. Requiem, les Grands Ballets canadiens. Donc là, il y a un spectacle complètement exceptionnel parce qu'on parle de 40 danseurs sur scène. Alors ça, c'est majestueux. C'est une très grande œuvre. Naturellement, les Grands Ballets canadiens, c'est notre plus grande compagnie en danse au Canada. Bon, il y a le Royal Winnipeg Ballet, là, des fois ça se dispute un peu, mais ça reste quand même, ça porte le nom, hein, les Grands Ballets canadiens. C'est un spectacle de danse contemporaine, ceci dit, donc on n'est pas dans un ballet classique dans ce cas-là, comme La Belle au Bois dormant ou autre chose. Là, on est vraiment dans une création de danse contemporaine, mais fait par une compagnie qui a des moyens exceptionnels, dont le fait de pouvoir amener 40 danseurs sur scène. Alors ça, c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer pour le côté gigantesque de l'œuvre et aussi pour la qualité, parce qu'on sait que les danseurs qui se retrouvent au Grand Ballet canadien, inévitablement, c'est la crème de la crème. Hein. C'est comme de jouer à l'OSM à Montréal quand tu es musicien. Là. Ce n'est que les meilleurs interprètes qui peuvent espérer avoir une place au Grand Ballet canadien sur les spectacles. Donc, la qualité est incomparable là, au niveau de ces spectacles-là. Le vrai monde, c'est un texte de Michel Tremblay. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais bref, c'est un texte qui a eu énormément de succès dans la carrière de Tremblay. Il y a eu Belle-Sœur, mais Le vrai monde, je pense que c'est un texte qui se distingue particulièrement. Mise en scène par Henri Chassé, qui avait déjà joué ce spectacle-là à l'époque et qui là le reprend. Grand succès au Théâtre du Rideau Vert de Montréal à ses créations, parce que c'est un texte un peu comme Belle-Sœur qui traverse les époques, qui traverse le temps, qui a toujours la même force, la même puissance. Donc, de ce jeune homme, auteur, qui décide d'écrire un texte, mais qui s'inspire de sa famille sans le demander à sa famille. Et à un moment donné, sa famille se rend compte que ce qu'il est en train d'écrire, ça parle d'eux. Puis on est bien sûr dans un Québec, je n'oserais pas vous dire dans quelle année ils vont le positionner pour celui-là, là, mais à l'origine, c'est un Québec plus des années, je dirais, 70, début des années 80, là, plus des années 70 même. Donc, un côté assez rigide, la cellule familiale est, disons, un petit peu plus, un peu moins permissive, un peu moins ouverte. Donc, ça donne une confrontation assez forte entre le père et le fils, entre autres. Père qui va être joué par Michel Charette. Donc, Michel Charette, on le sait, est un comédien qui se démarque énormément. On l'a vu dans District 31, mais il est rendu là dans sa vie de s'attaquer à un rôle dramatique cette fois-ci, mais d'envergure, parce que plusieurs comédiens ont créé des personnages qui ont fait histoire avec ce texte-là. Donc, c'est au tour de Michel Charette d'aborder donc cette nouvelle création du texte de Michel Tremblay. On peut dire que c'est presque du répertoire québécois, Michel Tremblay, au final. Donc, Rubber Band. Rubber Band, c'est une compagnie de danse encore. Cette fois-ci, on est dans de la danse qui est à la fois de la danse contemporaine et de la danse de rue. Victor Quijada, le directeur artistique de cette compagnie-là, est un Sud-Américain. Lui, il a grandi vraiment dans des milieux défavorisés. Il a commencé à danser dans la rue. Donc, c'est un danseur de breakdance, de hip-hop. C'est un gars qui a vraiment travaillé énormément. Il a fait une carrière par la suite. Il a fait des études en ballet classique. Il a travaillé pour des grandes compagnies de ballet et de danse contemporaine, autant aux États-Unis qu'au Canada, pour créer plus tard sa propre compagnie qui, là, vient faire un mariage parfait entre la danse de rue et la danse contemporaine. Et ça donne toujours des spectacles pour des publics moins initiés qui sont très, très... encore une fois, très accessible pour un large public, mais très spectaculaire, parce qu'on va intégrer des mouvements qui sont très, très spectaculaires. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Hein?
Trouble. Ouais. Ah, Cynthia, tiens, on va juste fermer ton micro. Donc, un spectacle, encore une fois, festif, mais vraiment surtout énergique, spectaculaire. La dernière fois qu'on a accueilli Rubber Bands à Sherbrooke, je vous dis, c'était comme un spectacle rock dans la salle. Mm-hmm. Ça criait, il y avait des standing ovations, c'était la fête. C'est vraiment une compagnie à découvrir. Gaspard Blues, l'adaptation du film Gaspard Blues, donc de Louis Bélanger, que David Lorrain, un des co-directeurs artistiques actuels chez Duceppe, a décidé d'adapter à la scène, donc avec la permission de Louis Bélanger, en intégrant même un nouveau personnage qu'on ne retrouvait pas dans le film. Pourquoi? Parce que Louis Bélanger, quand David Lorrain lui parlait, Louis disait, moi, si c'était à refaire, je rajouterais un personnage qui était un personnage féminin dans l'histoire, la sœur d'un des garçons dans l'histoire de Gaspard Blues, pour ceux qui la connaissent. Un film qui avait vraiment fait sa marque de façon remarquable au Québec. Magnifique film, si vous avez la chance de voir ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à découvrir Gaspard Blues. Donc, c'est l'adaptation sur la scène de ce spectacle-là. L'histoire d'une famille, père qui vit seul avec ses enfants et qui est propriétaire d'une station-service. Donc, une station où il y a un pompiste. On voit plus ça au Québec aujourd'hui, mais il y a une époque où il y avait des stations où il y avait un service à l'auto. Donc, on n'avait pas à nous-mêmes manipuler la pompe. C'était quelqu'un qui était à l'emploi du garage qui faisait ça. Donc, dans les derniers milles de ce genre de commerce-là, ils savaient bien qu'ils étaient dépassés par les stations libre-service. Et souvent, ces gaz-bars-là de villages ou de petites villes ou de quartiers montréalais, c'était un lieu de rencontre. C'est là que les gens du coin se retrouvaient pour jaser, pour placoter, pour s'échanger, se donner des nouvelles. Et c'est un peu ça que Louis Bélanger a voulu donc amener dans son œuvre, dans son film, à la fois cette réalité-là de cet homme vieillissant. Il ne trouve pas la relève d'ailleurs chez ses fils veulent faire d'autres choses. Lui, il aurait tant aimé que ses fils prennent la relève, mais c'est pas ce qui va se passer. Et donc, on voit bien que c'est la fin d'une époque. Et avec tous ces personnages très colorés qui se retrouvent en avant du gaz-bar pour jaser, pour placoter, pour passer leurs commentaires. Ça amène une drôlerie aussi, une certaine légèreté, à la fois un côté dramatique et très humain vécu par le personnage principal qui va être joué cette fois-ci par, voyons, j'ai un blanc de mémoire, on le voit sur la photo, Martin Drainville. Martin Drainville, voilà. Féministe pour hommes, ça c'est un succès en Europe assez important, un spectacle solo, théâtral. Et le titre le dit, c'est un spectacle vraiment qui touche la question du féminisme. C'est très, très clair, on ne se cache pas. Beau succès, encore une fois, avec beaucoup d'humour, mais aussi avec une certaine pointe. Là. Ça brasse, ce spectacle-là. Ça vient toucher des cordes sensibles et le personnage dans l'histoire se gêne pas. Là. Il y a une adresse aussi au public. C'est comme s'il n'y avait presque pas de quatrième mur dans ce spectacle-là. C'est comme si la comédienne s'adressait aux spectateurs dans la salle sans quatrième mur. Et c'est un morceau d'actrice, là, parce qu'elle est seule sur scène pour ce spectacle-là. Puis c'est Sophie Cadieux qui a repris ce spectacle-là, qui a déjà été présenté à Montréal avec beaucoup de succès et qui va être à nouveau repris donc en tournée l'année prochaine. Et on est très, très heureux d'accueillir ce show-là. Pour sa thématique, mais aussi pour la comédienne, puis pour le fait que c'est un spectacle qui a déjà son succès. La Nuit du Cerf, compagnie d'Europe, donc le Cirque Le Roux, on les avait déjà accueillis une fois avec énormément de succès. Ça a été un immense coup de cœur lors de leur premier passage au Québec, à Montréal, complètement cirque. Donc, avec un spectacle qui s'appelait à l'époque Elephant in the Room. Là, ils reviennent avec une nouvelle production qui s'appelle La Nuit du Cerf, qui va être bien sûr de passage à la Tohu à Montréal, au Diamant à Québec et chez nous à Sherbrooke. Donc, ils font quelques villes à peine au Québec. Ce sont des artistes de très, très grand talent. La plupart ont été formés à Montréal, à l'École nationale de cirque, mais c'était des Européens qui sont venus étudier à Montréal, qui sont repartis chez eux et qui ont créé leur propre compagnie là-bas. Donc, eux, ils sont très heureux de revenir jouer au Québec. Ils ont vraiment une très belle approche parce que c'est très théâtral, leur approche. Vraiment, là, en cirque, je trouve qu'eux, ils ont vraiment trouvé là, la façon d'amener presque une histoire qu'on va suivre, même s'il n'y a pratiquement pas de parole dans le spectacle. On va suivre l'histoire vraiment
Ils vont théâtraliser leur spectacle de très, très belle façon, avec encore là beaucoup de drôlerie, beaucoup d'humour et beaucoup de talent aussi. Ce sont des artistes de cirque, des acrobates, des athlètes de très grand talent. Je vous invite vraiment à découvrir le Cirque Le Roux. C'est une compagnie qui vaut la peine d'être vue. Puis c'est très rare qu'on va pouvoir voir cette compagnie-là au Québec. Puis on a la chance de l'avoir à Sherbrooke. Le verdict, donc ça c'est intéressant. Puis ce qui m'a plu là-dedans, c'est que ce sont les plus grandes plaidoiries de procès qui ont eu lieu au Québec. C'est vraiment les plus grandes. Ils ont fait une recherche assez importante pour sortir les plaidoiries les plus marquantes qui vont être resservies sur scène par deux grands interprètes, donc Marie-Thérèse Fortin et M. Doucet. Donc, vous avez là la chance d'avoir deux interprètes de très grande qualité dans des plaidoiries de cours qui sont exceptionnelles, qui ont fait l'histoire, qui ont marqué l'histoire du Québec. Et aussi à la fin, puis c'est un petit punch que je dévoile, mais bon, à la fin, le public va être invité à un moment donné à agir comme jury, puis à se positionner comme jury face à ces plaidoiries-là pour vraiment donner leur verdict finalement. Voilà. Et il y a la galerie d'art pour compléter, où vous avez toujours la chance de pouvoir organiser aussi des médiations en lien avec la galerie d'art et vous avez la chance de pouvoir faire des visites. C'est gratuit, la galerie, c'est sur notre campus. C'est vraiment des découvertes à faire parce que la nouvelle coordonnatrice et conservatrice de la galerie, qui s'appelle Caroline Loncol-Desniaux, amène vraiment sa couleur de plus en plus dans la programmation. Entre autres, des œuvres, on le voit ici sur le premier, la première œuvre, c'est une œuvre en art numérique. Donc, c'est une exposition, excusez-moi, en art numérique. Donc, c'est toute l'approche du numérique dans les arts visuels. Richard-Max Tremblay est un artiste de la région de l'Estrie qui a une feuille de route incroyable, une très grande réputation. Il va être présenté à différents endroits. Donc, il y a comme une saison Richard-Max Tremblay à Sherbrooke. Il va y avoir le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke qui va présenter Richard-Max Tremblay. Également, la Galerie d'art du Centre culturel va le présenter. C'est à découvrir. Puis les deux derniers, mais vous avez un événement autochtone avec Guy Sioui-Durand, donc qui va nous amener c'est tout un événement autour de la culture autochtone qui comprend aussi une exposition en art visuel, mais il va y avoir aussi des trucs en parallèle avec ça. Ça va se passer sur plusieurs mois. Mais l'aboutissement de tout ça, c'est l'exposition en salle qui va se faire donc entre février et avril 2023. Et puis, vous avez toujours la chance de voir aussi des œuvres de la collection de l'Université de Sherbrooke. Vous allez en avoir à la faculté qui vont être installées, sûrement sous peu. Et il y en a bien sûr partout dans différents bâtiments de l'Université de Sherbrooke. Mais il y a aussi un circuit qu'on peut faire sur les œuvres d'art publiques qui sont en extérieur. Et il y avait une stagiaire qui avait fait un très beau petit montage audio là-dessus pour aller voir les œuvres et avoir une présentation des œuvres qu'on retrouve chez nous, sur notre campus. On a vraiment un beau parc d'œuvres d'art publiques à découvrir. Ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour le faire. Voilà, c'était ma présentation. J'ai parlé beaucoup, comme toujours. Je sais qu'on arrive à la fin de la rencontre. Je suis quand même curieux d'avoir vos commentaires. Est-ce qu'il y a des spectacles qui vous inspirent, qui vous allument, que vous aviez envie de pointer de façon plus particulière? Je suis curieux de vous entendre. Oui. En tout cas, vous voyez pourquoi on va s'ennuyer de Mario dans les prochaines années, c'est sûr. Là. J'ai fait le décompte, Mario, si je ne me trompe pas, on arrive à 26 spectacles. Quelqu'un qui voudrait les voir tous pourrait le faire pour autour de 300 $. Tu sais, c'est un prix d'amis et j'invite vraiment tous ceux et celles là, qui nous écoutent à se dire, bien, justement, puisque les frais d'accès ne sont pas limitatifs, mais allons découvrir aussi des formes artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vous parlais tantôt de la danse contemporaine. N'hésitez pas, plongez, cirque, allez en découvrir. À la limite, ça va peut-être être gratuit ou encore à 15 $ pour encore un certain temps. Profitons-en. En tout cas, bravo, merci Mario. Puis je voyais plein de commentaires positifs aussi dans le clavardage sur la programmation que tu nous proposais. Je suis vraiment très, très heureux de pouvoir porter ces spectacles-là, heureux de vous présenter une programmation, je pense, qui est très, très intéressante avec une belle diversité.
Heureux d'avoir pu participer à la naissance du projet des passeurs culturels, mais aussi heureux de savoir que maintenant il est pérenne et qu'il va se poursuivre. J'espère pouvoir suivre ça à distance puis voir l'évolution du projet au fil des années. Bien sûr, je rêverais qu'un jour on m'apprenne la bonne nouvelle qu'il y a même dans votre parcours de formation un cours d'affaires qui s'appellerait passeur culturel. Rêvons, je rêve, je sais. Je rêve un peu grand, mais quand même. Ça serait beau qu'un jour, ce projet-là devienne tellement enraciné que ça fasse partie même du parcours de formation, là, carrément, dans les cours qui sont offerts. Ce sera à vous de voir si un jour, ça pourrait se faire ou ça pourrait arriver. Mais déjà que le projet existe, déjà que le projet se poursuive, déjà qu'on sent qu'il y a une saine contamination des futurs enseignantes et enseignants et que ces gens-là pourraient voir maintenant dans leur carrière la culture comme un levier pédagogique, comme une façon, effectivement, d'appuyer leur travail d'enseignant et d'enseignant. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux d'imaginer ça. Tout ce que ça peut avoir comme retombée à court, moyen, mais aussi à très long terme. Parce qu'on le sait qu'une enseignante et un enseignant passionné va souvent garder cette passion-là pendant très longtemps, puis peut être déterminant dans une équipe école, peut devenir leader, puis faire en sorte effectivement que la culture, les sorties culturelles, l'accueil d'artistes à l'école se fasse, puis se fasse de belles façons. Donc, c'est mon rêve, puis je vais suivre ça à distance. Puis merci beaucoup à vous tous de participer à ce projet-là, de le supporter, de l'encourager. Vous avez quelque chose d'unique, d'exceptionnel, de remarquable, de remarqué aussi par les autres. Donc, je vous le dis, là, vous créez l'envie autour de vous sans vous en rendre compte. Et je trouve que vous avez une chance incroyable de pouvoir bénéficier de ce programme-là. Je souhaite longue vie au projet des passeurs culturels, puis merci beaucoup pour votre écoute, puis votre participation, puis au plaisir de vous revoir. Bon, voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Mario, merci pour cette course. Je vais vous laisser d'ailleurs pour un autre rendez-vous, malheureusement, qui est déjà commencé depuis 5 minutes. Donc, merci à vous. Au plaisir de vous revoir. Puis bonne saison culturelle 22-23. Merci beaucoup. Merci de votre présence aussi. Puis, passez de bonnes vacances. Reposez-vous bien. On va être occupés les mardis, mercredis soirs en 2022-2023.